plonger dans cette immense toile qu'est le web. Et puis pourquoi certains résultats de recherche nous semblent si justes, presque magiques. Ce n'est pas toujours qu'une histoire de mots-clés, loin de là. Aujourd'hui, on va explorer une idée maîtresse qui a vraiment lancé Google au début, le PageRank. Notre objectif, décortiquer un peu ce concept, comprendre comment il marche simplement, et voir son impact. On s'appuie pour ça sur les documents fondateurs et les analyses techniques qui nous ont été fournies. Prêt? Allez, on plonge dans ses sources. Alors, le PageRank, c'est quoi l'idée de base derrière ce nom? On pourrait dire que le web, c'est comme une énorme élection, où chaque page peut voter pour une autre avec un lien. Un lien de la page A vers la page B, hop, un vote de A pour B. Simple, non? Oui, c'est ça l'idée de départ. Mais la nuance importante, et ça Brin et Page puis Rogers insistent bien dessus, c'est que tous les votes n'ont pas le même poids. Un lien qui vient d'une page déjà considérée comme, disons, importante, avec un PageRank déjà élevé, ce lien-là a beaucoup plus d'influence, plus qu'un lien d'une petite page inconnue. En fait, c'est une mesure de réputation, si vous voulez, basée sur qui cite qui sur le web. Intéressant, cette histoire de poids variable. Mais concrètement, comment ça se calcule, sans plonger dans des équations trop complexes, bien sûr? Si j'ai bien compris les sources, le rang d'une page dépend directement du rang des pages qui pointent vers elle. C'est ça. Et chaque page, elle transmet son propre PageRank, son poids, mais elle le divise équitablement entre tous les liens qui partent d'elle. C'est exactement ça. Une page très populaire, imaginons, avec 100 liens sortants, eh bien elle va transmettre moins de valeur, moins de jus à chaque page cible que si elle n'avait qu'un seul lien sortant. Mais il y a un autre truc essentiel. C'est ce que Brin, Page et Rogers appellent le facteur d'amortissement. Souvent, il est fixé à 0,85. Un facteur d'amortissement? 0,85. Oui, et c'est une astuce assez fascinante. L'algorithme fait comme s'il y avait un internaute qui se balade au hasard sur le web, en suivant les liens, mais avec une probabilité de 15%. Ça, c'est le 1 moins 0,85. Cet internaute, il s'ennuie, disons. Il s'ennuie. Oui, enfin c'est l'idée. Et il saute sur une page web complètement au hasard. D'accord, mais pourquoi introduire ce hasard? Ça règle quoi comme problème d'après les auteurs? C'est crucial, pour deux raisons principales qu'on voit bien dans les documents. D'abord, ça évite que des pages ou même des groupes de pages qui n'ont pas de lien sortant, les fameux cul-de-sac, eh bien, ça évite qu'elles aspirent tout le PageRank et le gardent pour elles, sans jamais le redistribuer. Ah oui, les cul-de-sac, d'accord. Exactement. Et deuxièmement, ça assure que chaque page, même si elle est toute nouvelle ou un peu isolée, reçoive quand même un tout petit peu de PageRank de base, ce fameux 15% en quelque sorte. Ça lui donne une chance d'exister dans le classement. Ça rend le système plus stable, plus robuste et un peu plus équitable aussi. Je vois, c'est malin. C'est plus qu'un détail technique en fait. C'est une sorte de garantie de fluidité et d'équité minimale. Et le calcul en lui-même alors? Les sources parlent beaucoup de son côté itératif, qu'il se stabilise. Oui, itératif. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de connaître le score final pour commencer. On donne un score de départ à toutes les pages, par exemple 1 pour tout le monde, puis on applique la règle de calcul, la distribution du PageRank via les liens et cet amortissement. On fait ça encore et encore, tour après tour. À chaque tour, les scores s'affinent, ils changent un peu moins, et ils finissent par converger vers des valeurs stables. C'est comme si l'algorithme découvrait petit à petit la hiérarchie cachée du web. Fascinant. Et l'impact de tout ça, il a été énorme, si on en croit le papier Anatomy of a Search Engine. Avant le PageRank, les moteurs se basaient surtout sur la fréquence des mots-clés sur la page. Tout à fait. Et c'était facile à manipuler. Le PageRank, lui, a apporté une mesure d'autorité, d'importance, qui était plus objective. Elle dépendait moins du contenu de la page elle-même et plus de la reconnaissance par les autres pages via les liens. Du coup, les résultats sont devenus nettement plus pertinents pour l'utilisateur lambda. C'est ce que Brin et Page expliquaient. D'accord. D'ailleurs, ils mentionnent aussi un autre signal important qu'ils combinaient avec le PageRank, le texte d'encre. Le texte d'encre, c'est-à-dire les mots sur lesquels on clique dans un lien. Exactement. Souvent, ce texte donne une bien meilleure description de la page de destination que la page elle-même ne le fait. C'était un autre signal de pertinence très fort. Donc PageRank, pièce maîtresse, mais pas la seule. Et comment la structure d'un site web, elle joue là-dedans? Roger donne des exemples, je crois. Oui, et c'est assez instructif. Par exemple, une structure très hiérarchique, un peu comme un organigramme, ça a tendance à concentrer le PageRank tout en haut, sur la page d'accueil, les pages principales, alors qu'un bon maillage interne, c'est-à-dire beaucoup de liens entre les pages d'un même site, ça aide à distribuer le PageRank plus largement.
Ça peut être bien pour la visibilité des pages plus profondes. Et les liens qui sortaient du site. Ah, ça, Rogers le souligne bien. Chaque lien vers un site externe, c'est une petite fuite de PageRank. Le PageRank sort du site. Avoir un bon maillage interne, ça aide aussi à garder un peu plus de cette autorité, de ce PageRank, à l'intérieur de son propre site. Logique. Et pour augmenter le PageRank global d'un site, alors, la seule solution, c'est quoi? Et l'unique lien d'une page ultra populaire qui est très dur à obtenir. D'accord, donc pour résumer tout ça, le PageRank, c'était cette approche vraiment ingénieuse qui utilisait la structure même des liens du web, un peu comme un système de vote, mais pondéré pour évaluer l'importance des pages. Un calcul itératif, ajusté par ce facteur d'amortissement un peu contre-intuitif mais essentiel. Et ça a été un facteur clé, parmi d'autres, pour améliorer la qualité des moteurs de recherche au début de Google. Absolument. Bon, aujourd'hui, évidemment, les algorithmes sont bien plus sophistiqués. Ils intègrent des centaines de signaux différents. Mais cette idée fondatrice, elle reste incroyablement pertinente. L'idée d'exploiter les relations, la structure même d'un très grand ensemble de données, ici le web, pour en déduire la valeur ou l'importance de ces éléments. Et ça ouvre des pistes de réflexion, non? Comment cette approche, cette logique d'analyse structurelle pourrait s'appliquer ou être adaptée ailleurs? Je pense aux réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi à la recommandation de contenu ou même à la façon dont l'information ou la désinformation se propage. La structure des connexions en elle-même, elle porte une information capitale. C'est une piste intéressante à creuser, je trouve. It means no worries.